4h26, vous regardez BFM Première, on est ravis d'être avec vous en ce lundi matin. C'est la reprise de BFM Première. Salut Jenna. Salut Tanguy, comment ça va? Plutôt bien, je suis content d'être avec vous. Est-ce qu'on est content de reprendre? Oui, on est très rien. Et on retrouve aussi nos acolytes de la matinée. Joris pour les sports, Julien pour votre météo. Et puis évidemment toute l'actualité. Dans un instant, nous irons du côté de Cannes où la police municipale teste des détecteurs contre le protoxyde d'azote. C'est une sorte d'éthylotest. On verra comment ça fonctionne. Oui, et puis nous parlerons dans moins de 3 minutes maintenant de politique. Raphaël Glucksmann qui est officiellement candidat à l'élection présidentielle. Et oui, ça va être le grand titre de l'actualité ces prochains mois. Le député européen qui va devoir toutefois passer la primaire de la gauche. On vous explique dans un instant. Avant ça, votre météo avec Julien Riflet. Attention aux orages pour ce début de semaine. Exactement, et on commence justement dans le département des Landes, du côté de Parentis-en-Born, où le ciel était particulièrement bleu hier après-midi. Mais ça va bien changer aujourd'hui avec des orages qui vont s'annoncer localement forts dans le courant de l'après-midi. D'ailleurs, 9 départements du sud-ouest sont actuellement en vigilance orange avec de fortes rafales de vent, de la grêle, ainsi que de fortes pluies. C'est vrai que ce matin, eh bien, c'est plutôt calme. On a une situation ensoleillée dans ce secteur, également sur une grande partie du pays. Un voile de nuages quand même assez dense dans du territoire et ces orages qui vont commencer à se mettre en place par l'arc atlantique et qui vont dans l'après-midi remonter vers la Bretagne, le centre-Val de Loire et cette deuxième salve sous surveillance entre les Pyrénées, le Massif central, une salve orageuse qui s'annonce particulièrement intense. Pour vos températures ce matin, eh bien comptez de 9 à 22 degrés déjà pour vous dans le secteur de Toulouse ainsi que de Nice et pour l'après-midi jusqu'à 36 degrés, 35 degrés dans le centre de Clermont-Ferrand, il fera 29 degrés à Paris, 31 degrés du côté de Bourges. Et pour ces prochains jours, on va continuer de surveiller les orages, notamment pour demain et pour la journée également de mercredi. Ils vont commencer à se développer dans la journée par le nord-ouest et ils vont se généraliser à l'ensemble du pays pour jeudi. Allez, nous sommes lundi matin dans un instant, 4h30. Voici ce qui fait l'actualité de ce début de semaine. Nous irons à Cannes dans quelques secondes où la police municipale se dote d'un nouvel outil contre le protoxyde d'azote. Ces détecteurs capables de repérer le gaz hilarant dans l'air expiré mais qui ne sont pas encore homologués. La police peut verbaliser, mais le cadre juridique, nous le verrons, reste encore très flou. Près de 8 mois après l'incendie du bar de Crans-Montana, Jacques Moretti de nouveau placé en détention provisoire. Le propriétaire de l'établissement est cette fois soupçonné de violence conjugale sur son épouse, des faits présumés qui remonte à une dizaine de jours. Le couple reste mis en examen après le drame du Nouvel An qui avait fait 41 morts. En politique, Raphaël Glucksmann qui est officiellement candidat à l'élection présidentielle. Le député européen de Place Publique l'a annoncé hier soir à la télévision. Il devra toutefois passer par la primaire organisée par le PS en octobre prochain. Vos réactions à Strasbourg notamment dans un instant. Et puis dans moins de 10 minutes, c'est votre vie où l'on parle de votre quotidien tous les matins. Pour certains comme nous, ce lundi est jour de rentrée. Pour d'autres plus chanceux, ce sera la semaine prochaine. Alors quel est votre petit truc, votre astuce pour retrouver la motivation après les vacances? On verra ça avec l'équipe. Réponse dans un instant. Les sports avec Joris ce matin. Les Parisiens qui arrachent le match nul en première journée de Ligue 1. Oui, c'est pas forcément le résultat espéré, mais il y a quand même des bonnes nouvelles pour les Parisiens avec notamment des recrues qui se sont illustrées. Et on commence cette pré-matinale par une question ce matin. Est-ce une solution contre le fléau du gaz hilarant? La mairie de Cannes, c'est dans le sud-est de la France, équipe sa police municipale de détecteurs de protoxyde d'azote. Concrètement, ce sont des appareils capables de repérer le gaz hilarant dans l'air expiré, un peu comme un éthylotest pour l'alcool. Des détecteurs qui ne sont pas homologués. La police peut verbaliser, mais le cadre juridique ne prévoit pas encore précisément la suite sur le plan judiciaire. Émilie Flamand, Clémence Renard et Adrien Spiteri. Venez là, venez là. Sur ces images diffusées par la ville de Cannes, ces policiers municipaux multiplient les tests de dépistage au protoxyde d'azote. Encore. Parfait. Et certains s'avèrent conclure. 5182 ppm. Donc vous êtes positif. Pour les effectuer, les agents de la ville disposent désormais d'appareils comme celui-ci. C'est le même système qu'un éthylotest pour l'alcool. Donc il va souffler, c'est relativement court, 4 à 5 secondes. Et à partir de ce moment-là, immédiatement survient le résultat. La décision a été prise par la municipalité pour lutter contre la consommation de ce gaz hilarant. Certains habitants saluent l'initiative. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est un gros fléau qui prend de l'ampleur. Si ça peut éviter des accidents surtout. Mais ces nouveaux détecteurs ont un problème. Ils ne sont pas homologués par l'État.
Les automobilistes contrôlés positifs ne risquent donc rien sur le plan juridique. La situation pourrait évoluer si le protoxyde d'azote était reconnu dans la loi comme une drogue. Quand on sait que cette consommation altère complètement la capacité de conduite, puisqu'il y a une perte finalement de conscience et de rapport avec la réalité. En France, un jeune de moins de 35 ans sur 10 en a déjà consommé en soirée. Parmi eux, 1 sur 2 en a déjà pris au volant. Nouveau rebondissement dans l'affaire de Crans-Montana. Près de 8 mois après l'incendie du bar en Suisse, Jacques Moretti est de nouveau placé en détention provisoire. Le propriétaire de l'établissement est cette fois soupçonné de violence conjugale sur son épouse. Oui, des faits présumés qui remonteraient à une dizaine de jours. Le couple est toujours mis en examen après le drame du Nouvel An, qui, on le rappelle, avait fait 41 victimes. Maxime Cliérusa. C'est dans la nuit du 11 au 12 août dernier que ces violences conjugales auraient eu lieu. Une scène qui s'est déroulée au sein même de leur domicile situé dans le canton du Valais, en Suisse. Des violences qui sont allées jusqu'à nécessiter l'hospitalisation de Jessica Moretti. Son mari, Jacques Moretti, a donc lui été placé en détention provisoire. Contactés, leurs 3 avocats n'ont pas souhaité commenter ces informations. Ils rappellent néanmoins que ces faits ne doivent pas être confondus avec la tragédie survenue le 1er janvier dernier dans le bar dont sont propriétaires les 2 époux qui ont tenté de faire face ensemble depuis le 1er janvier selon leurs avocats. Maître Hayat, Meyer et Michaud qui précisent que ces violences présumées feront donc l'objet d'une procédure distincte et appellent au respect de la vie intime de leurs clients. Il est 4h33, parlons de politique à présent. Ce n'est pas franchement une surprise. Raphaël Glucksmann est officiellement candidat à l'élection présidentielle de mars prochain. Le député européen de Place Publique l'a annoncé hier soir aux 20h de TF1. Il devra tout de même passer par la primaire organisée par le Parti socialiste. Ce sera au mois d'octobre. Alors comment les électeurs de gauche accueillent sa candidature? Lucille Pascanet leur a posé la question hier soir à Strasbourg. Glucksmann 2027, Michel y croit totalement. Oui, 100%. Elle envisage même de s'encarter pour voter à la primaire PS, Place Publique. Pour lui, oui. Et il a plein de choses bénéfiques. Son calme, sa maîtrise. Il pourrait reprendre tout en main. Une confiance en l'eurodéputé qui est loin de partager Marcel. Le candidat qui va avoir beaucoup de problèmes avec Hollande et Cazeneuve, c'est des concurrents directs. Il n'a aucune chance et il n'est pas crédible. Il suffit de voir ces meetings, c'était tellement ridicule. La gauche n'est pas unie, là, c'est ça le grand problème. Raphaël Glucksmann a répété hier qu'une fois élu, il refuserait tout accord avec Jean-Luc Mélenchon et LFI. Des dissensions à gauche qui attristent Axel, l'enseignante, est désabusée. Même désespérée, je pense. Il y a beaucoup trop de candidats, la gauche est éparpillée dans tous les sens, ne s'entend pas, et je pense pas que ce soit Raphaël Glucksmann qui fera l'unanimité et qui pourra être leader. Ça n'emmènera pas la gauche au pouvoir. Lui pourtant y croit, même si en cas de défaite face à Jérôme Gage, Philippe Brun ou Ségolène Royal, eux aussi candidats, il affirme qu'il soutiendra le vainqueur. L'actualité maintenant de ce lundi matin, en bref, journée décisive pour les 350 salariés de Fibre Excellence. C'est à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Les repreneurs potentiels ont jusqu'à midi pour déposer leur offre devant le tribunal de commerce de Toulouse, une entreprise française spécialisée en solutions d'étanchéité. C'est notamment positionné pour reprendre le site. Des associations de la communauté des gens du voyage de Franche-Comté portent plainte après des menaces de mort. 70 personnes sont visées par ces procédures déposées il y a une quinzaine de jours avec SOS Racisme. Des associations qui dénoncent une recrudescence de messages de haine et d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Et puis si vous êtes propriétaire, surveillez votre boîte aux lettres. Les avis de taxes foncières 2026 en version papier commencent à arriver aujourd'hui. Pour ceux qui ont choisi le format en ligne, les avis seront disponibles à partir de jeudi. Le taux de base augmente de près d'1%, mais la facture peut varier fortement d'une commune à l'autre. Ce sont les bonnes surprises de la rentrée. Justement, toujours notre porte-monnaie à 4h35, la rentrée qui approche et avec elle, eh bien figurez-vous que le budget pourrait grimper. Notamment à cause des tensions au Moyen-Orient, à cause de la sécheresse, à cause des fortes chaleurs. Le cocktail est explosif et le pouvoir d'achat reste sous pression, Mathéo Rivière. Dans vos caddies ce matin, peu de fruits et de légumes. C'est trop cher. Ouais. Trop cher. Moi, je fais les courses au jour pour le jour et j'ai l'impression que ça augmente de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Je pense que des aliments qu'on achetait auparavant, qu'on achetait au quotidien auparavant, on va peut-être se restreindre et moins les acheter. Quand on voit le prix, parfois, on se dit, bon, au pire, je vais pas manger de tomates. Les tomates, justement, l'un des produits les plus touchés par l'inflation, plus 31% en un an. Plus largement, le prix des fruits et légumes a plus que doublé en 10 ans. Une fois les courses terminées, passage à la pompe. Et là aussi, on parle augmentation. Le carburant coûte entre 15 et 20% plus cher qu'il y a un an. Par exemple, bien pour 2 pleins de gasoil de 50 litres par mois, il faudra désormais débourser 224 €. C'est 40 € de plus que la même période l'année dernière.
Autre dépense indispensable de la rentrée, les fournitures scolaires. Si vous n'avez pas encore trouvé la motivation de les faire, sachez qu'elles coûtent 14% moins cher cette année. Et ça ne sera pas forcément le cas après septembre. Cette baisse traduit des négociations et une situation qui est en gros antérieure à la guerre dans le Moyen-Orient, qui va avoir un impact extrêmement fort, notamment sur le plastique. Il y a déjà une augmentation de 20% du plastique. Et donc tout ça va se répercuter plus tard. D'après l'INSEE, l'inflation en France dépasse les 2% sur un an le mois dernier. Et attention, si vous êtes dans le sud-ouest, 9 départements sont placés en vigilance orange ce lundi. On verra ça dans quelques instants avec Julien. Il s'agit du Gers, du Lot, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, de la Dordogne, de la Corrèze, de l'Aveyron, du Tarn et de la Haute-Garonne. De fortes perturbations et des rafales de vent sont attendues dès le début de cet après-midi. Une météo défavorable alors que certains profitent encore des dernières semaines de vacances, derniers jours de vacances. L'occasion de revenir sur un triste constat. Depuis le 19 juin dernier, 301 décès par noyade sont à déplorer, soit 14% de plus qu'il y a un an. Des noyades qui surviennent en grande majorité pendant les épisodes de canicule. Reportage à Marseille avec Caroline Bertolino et Adrien Spiteri. Caroline vient régulièrement avec ses enfants sur cette plage marseillaise. Bien que le lieu ne soit pas surveillé, toute la famille se baigne. Ils sont avec moi, ils sont en sécurité, donc non, pas peur. Quand on est habitué de Marseille et des coins comme ça, on n'a pas envie d'aller s'agglutiner sur des plages surveillées qui sont jolies, mais où il y a énormément de monde. Le bain peut pourtant s'avérer dangereux, notamment lorsque le vent se lève. Christiane, qui possède ici un cabanon, le sait bien. Elle doit parfois venir en aide à des personnes en difficulté dans l'eau. Car il y a des courants qui se forment et les gens qui se baignent n'arrivent pas à revenir sur le bord, ils sont attirés vers le fond. Des situations qui peuvent virer au drame. En un an, les noyades ont augmenté de 14% à l'échelle nationale. 301 décès sont à déplorer cet été, parfois dus à des comportements à risque. Ce professionnel réclame un plan d'urgence. Pour que ça soit moins dangereux, il faut absolument un plan d'urgence de formation de maîtres nageurs sauveteurs pour enclencher un plan d'urgence de formation gratuit à la nage pour tous et en tout lieu. Selon les autorités, de nombreux accidents mortels ont eu lieu dans des zones où la baignade n'était ni autorisée ni surveillée. Bientôt 4h40, restez avec nous pour la suite de BFM Première. Au programme les sports avec Joris. Les Parisiens arrachent le match nul en première journée de Ligue 1. Score final, 2-2 face à Rennes. Le Focus Région nous emmène à Marseille ce matin où les affiches créées par l'intelligence artificielle, gagnent du terrain dans les restaurants. Forcément, ça interpelle. Et puis l'infoculture, on ira à Lens dans le Pas-de-Calais pour un festival international dédié au street art. Un événement où on peut admirer les œuvres mais aussi mettre la main à la pâte. Allez, tout de suite, c'est votre vie. C'est votre vie, on parle de votre quotidien tous les matins sur BFM Première. Pour certains comme nous, ce lundi est jour de rentrée. Bonne rentrée. Pour d'autres, plus chanceux, ça sera la semaine prochaine ou ces prochaines semaines. Rapidement, autour de la table, est-ce que vous avez une anecdote, un petit truc pour se motiver à la rentrée ? Moi, du sport, hein. Toujours sport, ça fait oublier les ondes négatives de la rentrée, parce que c'est dur quand même. Ça motive, ça motive. Joris. Un petit coup de fouet. On cale des vacances, pas trop loin, fin septembre, début octobre, de préférence au soleil. Comme ça, au moins, on découpe l'année en plusieurs morceaux. C'est vrai. Continuer à ne pas se limiter au niveau de la nourriture, des cafés. On fera attention quand on approchera l'hiver. Fête de fin d'année, voilà, manger. C'est vrai que c'est une bonne solution parce que c'est vrai, il y a un petit coup de blues, hein, c'est ça ? C'est vrai, le petit coup de blues qui s'installe à l'approche de cette rentrée. Et donc, chacun a sa manière de combattre cette déprime en fin de vacances. Émilie Flamin avec Arthur Muriot. Un dernier regard sur la mer et la quête d'une carte postale à envoyer avant de partir. Pas de doute sur la Côte d'Azur, ça sent déjà la fin des vacances et avec elle, le début du coup de blues. On a envie de pleurer un petit peu hein, quand même. Hein. Franchement, on va retrouver la grisaille et les gens un peu pressés dans la vie et puis la mauvaise humeur un petit peu qui revient. On estime que 72% des Français ressentent une baisse de morale au moment de rentrer de vacances. Alors à chacun sa solution pour tenter d'y répondre. Prévoir les prochaines vacances. Je pense qu'il faut se faire des emplois du temps un peu mixtes avec un poil de vacances et puis un peu de travail, du sport. En effet, la reprise progressive du rythme est l'une des meilleures solutions pour retrouver le travail dans les meilleures conditions. En pharmacie, une cure de vitamines pourra vous y aider. Pensez également à rétablir une alimentation plus saine. Souvent l'été, on va favoriser tout ce qui va être les barbecues, les sorties en terrasse, les boissons alcoolisées.
parce que c'est la fête, parce que c'est l'été. Donc des fois, on peut se faire des petites détox pour le foie parce qu'on a un peu exagéré. En revanche, concernant la santé de votre peau, n'abandonnez pas les habitudes de vos vacances. On va essayer de nourrir sa peau avec des crèmes réparatrices, avec des crèmes après-solaires. Un bon moyen pour prolonger votre bronzage quelques jours de plus et emporter un peu de soleil avec vous jusqu'au travail. Allez, l'infosport avec Joris. Débutons ce journal des sports par la rentrée du Paris Saint-Germain qui ne s'est pas forcément passé comme prévu. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Un match face au Stade Rennais qui devait avoir lieu au Parc des Princes, une pelouse impraticable et donc rendez-vous à Rennes. On a inversé la rencontre. Alors Paris a chuté, mais les autres gros ont globalement fait le travail lors de cette première journée. Les résultats de cette entame de Ligue 1 avec le carton de l'Olympique de Marseille face à Strasbourg, 4-0, la victoire également de Lyon à Toulouse 2-0, de Lille à Angers, de Monaco au Havre. Le Paris Saint-Germain a donc chuté et puis les promus, Le Mans qui a fait match nul face à Brest et 3 face au Paris FC prennent donc leur premier point. Classement anecdotique, mais l'Olympique de Marseille est provisoirement champion de France au bout d'une journée. Oui, mais ils sont provisoirement champions de France. Les Marseillais devant Lens, Lille, Lyon, Oulès, Monaco. Donc les 5 équipes à avoir pris 3 points et donc avoir fait une bonne entame de cette Ligue 1. En tennis, Joris, premier titre majeur pour Arthur Fils dans sa carrière. Oui, alors le jeune Français est très attendu depuis quelques semaines, quelques mois. Il a manqué notamment des grands rendez-vous comme Roland Garros. Mais là, il a été au rendez-vous en finale du Master 1000 de Cincinnati face à Frances Tiafoe. 6-3, 1-6, 6-0. C'est donc son premier titre majeur pour le joueur tricolore qui a donc souvent déçu, je le disais, et qui va certainement donner beaucoup d'espoir aux supporters du tennis français. On attend encore un successeur à Yannick Noah et on a eu des espoirs avec Gaël Monfils, avec Joe-Wilfried Tsonga. Peut-être que ce sera Arthur Fils, l'héritier de Yannick Noah. Une image qui fait du bien. Autre titre français en badminton, cette fois, pas un, mais 2 trophées dans le même week-end. Oui, alors là, préparez-vous, parce que des titres, on va en avoir. C'est la rentrée, on peut parler du blues de la rentrée. On va donner le sourire avec des titres français en sport, en badminton. D'abord, en double mixte avec Tom Jikel et Delphine Delru qui ont été sacrés champions du monde en battant les numéros 1 mondiaux chinois Feng Yanze et Wang Dongping en 3 manches. C'est le premier titre mondial pour la paire de 27 ans qui avait été battue à Paris en demi-finale l'an dernier. Et puis, il y a eu quelques heures plus tard, Axel Lanier. Alors là aussi, c'est un authentique exploit. Le Canet de 21 ans a battu le Japonais Kodai Naroaka en 2-7. Ça devient le premier Français de l'histoire à remporter un titre mondial en badminton. Et pour vous dire même, il n'y a jamais dans l'histoire, depuis 1977 d'ailleurs, jamais dans l'histoire un Français n'a même atteint les quarts de finale. C'est dire quand même l'exploit authentique d'Alex Lanier. Je savais que j'en étais capable. J'y ai cru jusqu'au bout. Même avant, j'y ai cru. Maintenant, j'étais pas focus en début de tournoi pour gagner quoi que ce soit. Je voulais vraiment me faire plaisir sur le terrain. Être champion du monde, je veux dire, c'est quelque chose de grand. C'est dur à réaliser quand on l'est, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est comme ça, quoi. Bon, et week-end en or, décidément, pour le sport français avec un succès en finale pour les Bleus du CC Foot, Joris. Oui, absolument. Alors là, décidément, les Bleus étaient bien inspirés et il y a surtout un homme qui a été bien inspiré hier lors de la finale face à l'Angleterre, c'est Frédéric Villeroux. Vous allez voir l'image du seul but de la rencontre, c'est pas Messi, c'est pas Mbappé, c'est bien Frédéric Villeroux qui a fait un slalom entre tous les joueurs anglais pour aller ensuite marquer d'un petit extérieur du pied dans le petit filet opposé. Victoire 1-0. La France reste donc championne d'Europe, conserve son titre. Et d'ailleurs, la France avait été championne aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Donc il y a une vraie ère du CC Foot en France. Et quand on voit des gestes comme ça, ça donne envie de le regarder. Génial. Merci beaucoup, c'était votre journal des sports. L'essentiel de l'actualité, ce qu'il faut retenir en ce lundi matin, près de 8 mois après l'incendie du Grand Montana, Jacques Moretti, de nouveau placé en détention provisoire. Le propriétaire de l'établissement est cette fois soupçonné de violence conjugale sur son épouse, des faits présumés qui remonteraient à une dizaine de jours. Contactés, les 3 avocats des époux Moretti indiquent qu'ils ne souhaitent pas faire de commentaires. Ils expliquent néanmoins que cette procédure sera distincte de l'incendie qui a touché le bar Le Constellation à Crans-Montana le 1er janvier dernier. Ils appellent surtout au respect de la vie privée de leurs clients. La rentrée politique avec la présidentielle 2027, Raphaël Glucksmann se lance dans la course à l'Elysée. Le député européen a annoncé sa candidature hier soir. Il devra remporter la primaire organisée à gauche cet automne. Et il pose déjà sa ligne rouge, aucun accord avec Jean-Luc Mélenchon. La gauche française, elle ne se prosterne pas devant les dictateurs. Elle ne fait pas des jeux sur les non-juifs dans les meetings. Elle ne fracture pas en permanence la société en surfant sur les fièvres identitaires.
Et puis à Cannes, la police municipale se dote d'un nouvel outil contre le protoxyde d'azote, des détecteurs capables de repérer le gaz hilarant dans l'air expiré. Ce n'est pas encore homologué, la police peut verbaliser, mais le cadre juridique reste encore très flou. C'est le même système qu'un éthylotest pour l'alcool. Donc il va souffler, c'est relativement court, 4 à 5 secondes. Et à partir de ce moment-là, immédiatement survient le résultat. Votre météo ce lundi, attention aux orages, Julien. Oui, 9 départements sont actuellement en vigilance orange pour des orages violents. Soyez prudents dans le sud du territoire. C'est vrai que ce matin s'annonce plutôt calme avec un temps généralement ensoleillé, un voile de nuages dans le nord du pays. Quelques orages déjà qui se développent vers l'arc atlantique, mais c'est surtout l'après-midi que ça va se renforcer vers 14-15 heures entre les Pyrénées, le Massif central et une deuxième salve entre la Bretagne et le centre Val-de-Loire. Vos températures pour ce matin, comptez de 9 à 22 degrés et pour votre après-midi, eh bien on ira jusqu'à 26 degrés dans le Morbihan. Tiens, on vous parle ce matin de cette autre conséquence d'un été exceptionnellement chaud et sec, les vergers qui souffrent. C'est notre Focus Région en direction de la Bretagne. Des pommes qui tombent avant la maturité, des fruits plus petits, arbres soumis au stress hydrique. Oui, parce que juillet 2026 a été le mois le plus chaud jamais enregistré en France et l'un des plus secs. Alors pour les producteurs de pommes à cidre notamment, chaque pluie compte. Saskia Douminski et Adrien Spiteri. Lorsqu'il inspecte son verger, Yves constate impuissant les conséquences de la sécheresse sur ses pommes. On va avoir des pommes tachées, donc c'est des piqûres de soleil. On est vraiment sur un calibre hors norme. Normalement, cette pomme-là devrait faire, si je ne me trompe pas, à peu près ça. Le manque d'eau et les canicules à répétition vont lui faire perdre entre 30 et 70% de sa récolte. Dans ces conditions, sa production de cidre s'annonce compliquée. Ce qui nous importe, c'est la pomme, le jus qu'elle va apporter. Là, clairement, cette pomme-là, une fois pressée, ça ne sera même pas un dé à coudre, le jus qu'on va avoir. Comme Yves, toute la filière cidricole est touchée cette année. Certains professionnels n'auront pas d'autre choix que de s'adapter en puisant dans leurs réserves pour limiter les pertes financières. Donc on va écouler les stocks parce qu'on n'est jamais, on est obligé toujours d'avoir un stock d'un roulement pour couvrir environ 18 mois à 2 ans de production. Aucune pénurie pour le moment donc, mais pour sauver le cru, les producteurs de cidre espèrent de la pluie dans les prochaines semaines. Et on voulait vous parler de l'intelligence artificielle qui s'affiche désormais jusque dans les rues, les commerces. À Marseille notamment, restaurants et associations ou encore organisateurs d'événements utilisent de plus en plus de générateurs d'images pour fabriquer leurs affiches. Jenna m'a donné ses codes ChatGPT le menteur. pour faire une petite affiche pour la rentrée de BFM Première. Voici le style finalement d'affiche qu'on commence à voir un peu partout, notamment du côté de Marseille. On en pense quoi de cette affiche? Tu l'as générée en quoi? En 5 minutes? Mais même pas. Ça fait un peu matinale américaine, je trouve. Oui, mais nous sommes une matinale américaine. On est diffusé à Los Angeles, figurez-vous. À la Frenchie. Bon, on a demandé à l'IA de nous montrer à quoi ça pourrait ressembler. C'est rapide, c'est pas cher, mais avec un résultat parfois, identifiable. Reportage BFM Marseille-Provence, Alexandra et Andrea Le Bourgeois. Des photos alléchantes et des cartes générées par IA au menu des restaurants. Est-ce que ça attire? Eh bien, pas forcément. Les photos, c'est fait pour attirer de toute façon. Quand on voit des couleurs saturées, c'est très joli, ça peut attirer le regard peut-être pour voir ce qui est proposé dans le restaurant, mais c'est pas forcément chez moi quelque chose qui va me faire aller à cet endroit-là. Il n'y a plus de personnalité de restaurant et c'est tous les mêmes cartes, on dirait maintenant. C'est partout. C'est tellement facile maintenant de l'utiliser que c'est partout. Après, on peut l'utiliser à bon escient, mais c'est vrai que quand on en abuse, ça enlève toute crédibilité. Et c'est vrai que le restaurant qui en abuse, on n'a pas envie d'y rentrer. Moi, je trouve que quand on passe devant un restaurant et que c'est pas une vraie photo, ça manque de vie. On voit que c'est pas la main de l'être humain qui l'a fait. Un manque d'humanité à l'opposé de ce que réalise Déborah. Depuis 5 ans, elle s'est spécialisée dans l'identité visuelle et la création de menus. Pour elle, le choix de la matière, les dessins attirent beaucoup plus la clientèle. Bien choisir un papier qui est assez poreux, assez texturé, pour donner de la sensorialité au produit, pour qu'il y ait une expérience. Voilà, il y a vraiment une expérience dans ce menu, dans le toucher et dans le visuel. Donc on a une créa qui est quand même assez atypique. Et puis là, ici, on va raconter un peu l'histoire du restaurant. On vient tout dessiner à la main. Un côté authentique qui permet, selon Déborah, d'augmenter les ventes de 30% en moyenne.
Parlons street art. Ce matin, dans l'infoculture, on va prendre la direction de Lens, dans le Pas-de-Calais, avec cette première édition d'un festival international dédié à cette pratique. Un grand succès, forcément, pour admirer les œuvres, mais aussi, vous allez le voir, pour y participer. C'est un reportage BFM Grand Lille, Aurélie Chalbaud. Sous le boulevard du Marais, la circulation est interdite. Une centaine d'artistes inondent de couleurs les parois du pont Nexan. Parmi eux, Sam, peintre douaisien. Là, je suis en train de faire le portrait de Victor Wembanyama, le champion NBA, avec la soucoupe volante qui représente l'alien. Pour cette première édition du festival Graphine à Lens, les graffeurs ont pu laisser libre cours à leur imagination. Une seule consigne, s'inspirer des œuvres rétro-futuristes des années 80. Les amateurs d'art contemplent chaque univers. C'est bien de mettre des murs comme ça en valeur. Ça me touche en fait, j'adore. Voilà, comme là derrière, j'adore les visages. Puis en plus, du coup, c'est des choses qui nous parlent. Je vois qu'il y a des trucs autour de la culture du cinéma. À une centaine de mètres, l'expérience se poursuit. Ce mini-labyrinthe, un nouvel espace dédié au street art amateur, a vocation à s'étendre. Mais c'est aussi une manière de canaliser un peu l'énergie créatrice. Où on a tous des enfants, et si votre enfant il trouve une bombe de peinture dans le garage, au lieu d'aller taguer en ville, il sait maintenant qu'il y a un endroit dédié et où il va rencontrer aussi des professionnels, des personnes de tout niveau qui vont pouvoir aussi lui donner des conseils. Le projet devrait être finalisé d'ici 6 ans, mais sous le pont Nexan, les œuvres sont éphémères. Les fresques seront effacées dans 2 ans. Bonjour à tous, bon réveil, bientôt 5h sur BFM TV et on est ravis de vous retrouver en cette rentrée. Bon courage si vous aussi vous reprenez le chemin du travail. À la une aujourd'hui, on va revenir sur le drame de Crans-Montana qui connaît un nouveau rebondissement. Jacques Moretti, le propriétaire du bar, est à nouveau en détention provisoire, cette fois pour violence conjugale. Et puis la présidentielle de 2027, Raphaël Glucksmann qui est candidat, il l'a annoncé hier soir à la télévision, il fixe déjà une ligne rouge, pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Avant ça, votre météo avec Julien. Direction le Finistère, Julien. Oui, on part plus précisément du côté de Concarneau où les nuages étaient assez nombreux quand même hier soir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on attend des averses orageuses l'après-midi avec 21 degrés, alors soyez prudents. Des orages qui vont concerner également le sud du pays. D'ailleurs, 9 départements sont actuellement placés en vigilance orange, donc soyez très prudents. C'est vrai que ce matin, dans l'ensemble, c'est plutôt calme. On a du soleil dans le sud du territoire, un ciel un petit peu laiteux dans le nord, mais remarquez quand même ces averses orageuses par l'arc atlantique qui vont dans l'après-midi gagner du terrain vers la Bretagne, mais également le centre Val-de-Loire, alors qu'une deuxième salle va se mettre en place et on va particulièrement la surveiller entre les Pyrénées, le Massif central avec 2 bonnes rafales de vent, de la grêle, de fortes pluies. Alors soyez très prudents. Ailleurs, le soleil va continuer de dominer. Vos températures pour ce matin, bien c'est contrasté. 9 degrés du côté de Reims, mais déjà 22 du côté de Toulouse ou encore de Nice. Et l'après-midi, eh bien, on ira jusqu'à 35 degrés à Clermont-Ferrand. Il fera 29 à Paris, 23 degrés dans le secteur de Lille, comptez 32 degrés dans les rues de Lyon et températures qui sont en temps. C'est pour ces prochains jours. On va continuer de surveiller les orages, notamment pour la journée de demain. Ils seront assez généralisés sur une grande partie du pays. Mercredi, de nouvelles salves qui vont arriver par le nord-ouest et qui vont gagner une grande partie du territoire pour la journée de jeudi, avant une baisse des températures pour votre journée de vendredi. Merci d'être avec nous sur BFM TV. On est en direct jusqu'à 6h. Nouveau rebondissement dans l'affaire de Crans-Montana. Jacques Moretti, le patron du Constellation, est de nouveau placé en détention provisoire. Cette fois, il est soupçonné de violence conjugale sur son épouse. Une nouvelle affaire, près de 8 mois après l'incendie qui avait fait 41 morts dans son établissement. 1 mois après l'incendie géant en Gironde, BFM TV au Porge. Ce matin, l'une des communes les plus durement touchées. Une centaine de maisons détruites, une partie de la forêt en partie en fumée. Mais malgré les dégâts, certains habitants refusent de partir et veulent reconstruire leur vie sur place. Reportage avec l'une de ces sinistrés dans un instant. La course à la présidentielle est lancée. Raphaël Glucksmann officialise sa candidature. Mais avant la présidentielle, il devra remporter la primaire organisée à gauche cet automne. Et il promet déjà aucun accord avec Jean-Luc Mélenchon. Vous l'entendrez dans un instant. À une semaine de la rentrée, la galère du logement qui se poursuit pour de nombreux étudiants. Offres rares, loyers exorbitants. Nous irons en Gironde, à Bordeaux, où trouver un toit relève parfois du parcours du combattant. On fait le point dans un instant avec cette situation tendue. L'info sport avec Joris. Le Paris Saint-Germain démarre timidement sa saison.
Le Paris Saint-Germain qui a fait sa rentrée, une rentrée qui s'est pas forcément passée comme prévu, même si les recrues du Paris Saint-Germain ont été à la hauteur de la rencontre. Vous vous rappelez évidemment de cet incendie tragique à Crans-Montana en Suisse. 41 morts le soir du réveillon dernier. Le patron du bar, Jacques Moretti, était déjà mis en examen pour homicide par négligence. Cette nuit, on apprend qu'il est de nouveau en détention provisoire. Oui, il est soupçonné cette fois de violence conjugale sur son épouse, Jessica Moretti. Des faits qui remonteraient à la nuit du 11-12 août dernier. Elle a dû être hospitalisée. Maxime Cliérusa du service police-justice RMC pour les dernières informations. C'est dans la nuit du 11 au 12 août dernier que ces violences conjugales auraient eu lieu. Une scène qui s'est déroulée au sein même de leur domicile situé dans le canton du Valais. En Suisse, des violences qui sont allées jusqu'à nécessiter l'hospitalisation de Jessica Moretti. Son mari, Jacques Moretti, a donc lui été placé en détention provisoire. Contactés, leurs 3 avocats n'ont pas souhaité commenter ces informations. Ils rappellent néanmoins que ces faits ne doivent pas être confondus avec la tragédie survenue le 1er janvier dernier dans le bar dont sont propriétaires les 2 époux qui ont tenté de faire face ensemble depuis le 1er janvier selon leurs avocats. Maître Hayat, Meyer et Michaud qui précisent que ces violences présumées feront donc l'objet d'une procédure distincte et appellent au respect de la vie intime de leurs clients. Prenons la direction de la Gironde ce matin. Un mois après, 42 000 hectares partis en fumée, 220 000 personnes évacuées au plus fort de l'incendie. Le Porge a été l'une des communes les plus durement touchées. Oui, 183 maisons y ont été détruites et pourtant, vous le voyez au milieu des cendres, certains habitants refusent de quitter leur terrain. Reportage signé Julie Subit. Sur les débris, la nostalgie et l'amertume ne lâchent pas Nathalie. Elle était si belle, la baraque. Elle était si belle. Car ici, c'était son coin de paradis. Aujourd'hui, son salon de jardin, sa terrasse et même la façade semblent ne jamais avoir existé. Les flammes ont grignoté chacun de ses souvenirs. Si je pouvais revenir sur cet endroit-là, malgré tout ce qui a brûlé, je reviendrais sur cet endroit-là, malgré tout. Pour elle, impossible de quitter le Porge. Voilà, là t'es dans la rue du désastre. À droite et à gauche. C'est donc à seulement quelques kilomètres qu'elle a trouvé refuge au camping municipal. Mon petit domicile actuel. Chaque jour, entre les assurances et les papiers, elle tente de se familiariser avec ce nouveau chez-soi. Le plus dur, trouver ses nouveaux repères. On essaie de passer cette période de deuil de nos affaires, de nos maisons, de nos forêts, de notre village. On essaie d'avancer comme un peu. Comme elle, ils sont une centaine de sinistrés à vivre dans ce camping. Les mobil-homes resteront ouverts cet hiver pour les sinistrés. Oui, on ne va pas les sortir en plein hiver pour qu'ils aillent trouver autre chose. Non, on ne les mettra pas dehors, ils restent le temps qu'ils veulent. La mairie a annulé toutes les futures réservations pour les accueillir. Et maintenant, la menace des orages. 9 départements du sud-ouest passent aujourd'hui en vigilance orange dès cet après-midi. Julien Riflet, journaliste météo climat BFM TV en plateau. Des semaines de sécheresse ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais désormais des orages, quelles sont les zones concernées? Alors on va surveiller la moitié sud du pays. Vous voyez, 9 départements qui sont actuellement en vigilance orange donc pour les orages. Ça va se mettre en place à partir de 14-15 heures par le sud-ouest, notamment entre les Pyrénées, le Massif central. Et en fin d'après-midi et soirée, ça va se décaler progressivement vers l'est et notamment vers l'arc méditerranéen. Donc il faut suivre de près la vigilance car elle peut être amenée à évoluer dans les prochaines heures. Ensuite, on a aussi une deuxième zone qui va concerner le nord-ouest, notamment de la Bretagne au centre Val-de-Loire. Alors ces orages ils vont s'accompagner évidemment de bonnes rafales de vent entre 90 à 110 km/h. Localement, des pointes à 120 sont possibles. De bonnes chutes de grêle, des pluies intenses avec un risque de ruissellement et aussi une forte activité électrique. Donc on va rester prudent et on va rester prudent également toute la semaine puisqu'on attend plusieurs salves pour ces prochains jours. On se retrouve naturellement dans une poignée de secondes pour les prévisions complètes près de chez vous et naturellement sur bfmtv.com. Passons désormais à la politique avec cet événement de la rentrée. C'était pas franchement une surprise, mais tout de même, c'est désormais officiel. Raphaël Glucksmann est désormais candidat à l'élection présidentielle. Oui, il devra d'abord passer par la case primaire du Parti socialiste cet automne, mais il fixe déjà ses conditions. Pas question de faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le, c'était hier soir sur TF1.